fois peut-être même pas de la même chose. Souvent, le monde va entendre une reconnaissance de propriété du territoire, alors que moi, quand j'entends une reconnaissance territoriale, je reconnais la nation qui est responsable de protéger le territoire. Donc, on part des fois même pas sur les mêmes concepts de reconnaissance territoriale. Et que si jamais vous n'êtes pas tous dans l'île de Montréal ou dans la grande région de Montréal, bien, je vous invite à réfléchir à qui vous accueille sur son territoire et partager cette responsabilité avec eux, de le protéger. Donc, merci de m'avoir présenté. Oui, je suis Inou. J'habite à Montréal, mais je viens originairement de Equantit, sur la basse Côte-Nord. Et ça, c'est extrêmement important aussi de reconnaître d'où on vient. Pour nous, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu comme un acquis de dire de quel territoire on vient pour expliquer d'où on est originaire, quel territoire nous a vu grandir, nous a créé, dans quelles racines, justement, nos concepts ont grandi. Ça fait que, pour moi, c'est super important parce qu'en tant que femme Inou, même en déménageant à Montréal, mais je reste une femme d'Equantit, je reste avec un cordon ombilical de plus de 1000 km qui m'oblige à rester responsable du territoire qui m'a vu naître. Ça explique beaucoup quand on dit d'où on vient, on dit où on est. Ça nous géolocalise un peu comme des saumons à montrer comment nos territoires peuvent être plus grands que uniquement l'adresse ou le code postal dans lequel on se trouve présentement. Merci beaucoup aux ateliers d'innovation parce que c'est quand même impressionnant quand on dit ils étudient en innovation sociale. C'est grand, ça! Ça peut porter beaucoup de choses, l'innovation sociale, et on en a beaucoup besoin ces temps-ci. Mais on m'a demandé particulièrement en environnement. Puis j'ai dit, ben, ça aussi, c'est grand, puis c'est large, puis ça porte beaucoup de choses, parce que quand je parle de langue autochtone, pour moi, je parle d'environnement, je parle de territoire. Quand je parle des femmes assassinées disparues, ben, je pense au territoire aussi. Vous allez me voir aujourd'hui partir un peu partout pour montrer un peu comme un grand filet de la compréhension de l'environnement, de ce que j'en ai, puis des savoirs qui m'ont été transmis. Puis maintenant, j'ai la responsabilité aussi de partager avec le reste de la population. Et aujourd'hui, particulièrement, c'est une belle journée parce que c'est le 8e anniversaire du premier teach-in de Idle No More, le premier teach-in qui a vu naître le mouvement qu'est Idle No More, un mouvement social qui s'est fait vraiment dans l'éducation populaire, dans la transmission de l'information et dans l'interconnectivité, je pense, des communautés pour pouvoir se dire, est-ce qu'on se mobilise ensemble? Donc, premier teach-in aujourd'hui, 8 ans, ça va vite. Ça va vite, une mouvance sociale. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé aussi. Je pense qu'il y a 8 ans, quand on a commencé, je pense particulièrement au cas ici au Québec, avec Idle No More au Québec, c'était vraiment, on se disait, bon, ben, après avoir vu les manifestations étudiantes, on s'est dit, bon, on va aller manifester, mais comme on voyait qu'ils tapaient sur leurs propres enfants, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire à des femmes autochtones qui manifestent pour la protection de l'eau? Mais étonnamment, ça l'a vraiment marqué quelque chose d'autre. Ça l'a montré aussi une relation qui a évolué avec les Allochtones un peu partout à travers le Canada. Ça l'a montré aussi, je pense, à lever un voile sur des situations extrêmement difficiles au niveau social, au niveau de la justice sociale, de la justice environnementale. Mais par exemple, ça a permis de faire avancer un dialogue. Puis je pense qu'on a vu dans des situations juste avant le début du COVID, comme pour les Wet'suwet'en, où est-ce que on pouvait comparer ça à la crise d'Oka en 1990 et qu'on a vu avec la crise ferroviaire qui est venue par rapport à la mobilisation Wet'suwet'en, mais on a vu des gens qui se sont informés, qui se sont mobilisés aussi pour la cause autochtone, ce que je pense qu'on n'a pas trop vu en 1990. Et tranquillement, de plus en plus de gens appuient les mobilisations des communautés autochtones parce qu'elles sont souvent des mobilisations en environnement, des mobilisations pour protéger le territoire. Et ces temps-ci, c'est très difficile de faire comprendre toute l'ampleur de ce que chaque nation fait pour protéger son territoire, puisque c'est aussi mélangé avec l'ignorance de ce que la population porte comme ignorance, excusez-moi, mais ce que la population porte comme ignorance vis-à-vis des communautés autochtones, vis-à-vis de la situation des communautés qui sont souvent voisines à elles. Alors, vous allez me voir probablement vouloir vous parler de beaucoup de choses, beaucoup de situations qui sont très changeantes et qui malheureusement changent, je dirais de mois en mois. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui s'ajoute. On a pu voir chez les pêcheurs Mi'kmaq, voir c'est quoi un droit de pêche qui est modeste, un droit de survie, c'est quoi les traités
Et pourquoi est-ce que ça ressemble à ce qu'on a vu avec les Wet'suwet'en, mais pourquoi c'est différent en même temps? Ou des cas comme celui de Joyce Echaquan, qui est malheureusement, je ne sais pas si vous êtes tous au courant par rapport au cas de Mme Echaquan, qui est décédée dans l'hôpital de Joliette, malheureusement dû à ce que nous autres, on identifie comme du racisme systémique, mais là qu'on est en train d'avoir le combat, d'avoir la discussion même, de dire est-ce que ça existe du racisme systémique et que le premier ministre du Québec refuse de dire les mots. Cependant, qu'est-ce qui se passe quand le futur président des États-Unis et la future vice-présidente des États-Unis qui viennent d'être élus le disent clairement dans leur discours? Fait que c'est toutes des choses qui se mélangent, mais qui ont un lien pour nous avec nos luttes environnementales et avec nos luttes de justice sociale. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, comme l'a dit Joël, dans le chat, parce que je peux partir pendant des heures et des heures et des heures, sans arrêter. Mais j'aimerais vraiment pouvoir répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Puis je tiens aussi à dire que je ne suis qu'une personne. Je porte les savoirs d'une seule personne. Je transmets ce qu'on m'a transmis. Donc, vous allez avoir aussi des réponses qui vont être totalement différentes si vous posez la question à quelqu'un d'autre. Mais je peux juste vous porter ma vérité puis mon partage que je peux faire avec vous. C'est juste pour ne pas dire que j'arrive avec une science infuse puis que je suis comme mon père disait souvent, un génie dans une bouteille de coke. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que l'environnement et les communautés autochtones sont souvent, comment je peux dire, on est souvent vus comme... il y a quelqu'un qui a un téléphone, je pense, qui sonne. J'entends un téléphone sonner, je m'excuse. Pourquoi est-ce qu'on est vu souvent, ou quand même on a quasiment je veux dire, comme on appelle en anglais un chip on our shoulder, sur les Premières Nations ou les communautés autochtones et la nature. Et puis ça, je veux vraiment partir de quelque chose qui est important parce qu'on a souvent, autour de nos identités, autour de nos pratiques traditionnelles, le mythe du bon sauvage ou le mythe de l'Indien naturel. Tu sais, c'est un mythe qui a quand même été créé en Europe où est-ce que les Premières Nations étaient connectées à l'environnement, connectées au territoire. Puis je pense que ça a beaucoup nourri aussi tout ce qui est le narratif des communautés autochtones, particulièrement celui qui a fait partie de la culture populaire. Je peux vous donner la première image qu'on a, c'est Pocahontas sur sa colline, qui parle avec grand-mère Saule, qui a un écureuil, non, c'est un écureuil, souvent un raton laveur comme ami. Et cette idée que les Premières Nations, on est plus proche de la nature que les autres humains. Je pense qu'il y a une vérité puis il y a une fausseté là-dedans. Puis je vais vous dire tout de suite parce que je ne veux pas qu'on fasse une confusion entre les deux. C'est, oui, les communautés autochtones ont des savoirs, qu'on appelle des savoirs ancestraux, des savoirs traditionnels, qui nous permettent d'avoir encore aujourd'hui, au 21e siècle, une relation extrêmement proche de la nature. On a encore des connaissances sur les plantes médicinales, sur les cycles des animaux, sur notre responsabilité aussi, le lien à la terre. Cependant, ce n'est pas comme un héritage d'ADN ou génétique. On n'est pas né, justement, les bons sauvages. On n'est pas né naturellement plus proche de la nature. On a juste gardé nos savoirs pendant plus longtemps. Et on a réussi à garder ce cycle de savoirs-là comme des cycles de survie pendant plus longtemps, jusqu'au contact avec les Européens, qui, dans l'histoire, eux, ont quand même eu une déconnexion plus rapide et un processus que je reconnais comme étant la colonisation, qui est venue déloger ces savoirs humains-là que tout le monde avait à la base et est venue le remplacer avec comment on fait quand, justement, on est déséquilibré dans notre relation à la nature. Bien, il faut qu'on aille chercher des ressources ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on part, on colonise, on va un peu partout. Alors que si tu regardes l'histoire des Premières Nations, des communautés autochtones, on restait sur le même territoire pendant des milliers d'années en utilisant une vie circulaire sur ces territoires-là. Et ça a permis une survie sur des territoires qui, des fois, quand les premiers Européens sont arrivés, vous voyez ça comme, je pense, juste à la Côte-Nord, qu'on appelait la terre de Caïn, étant la place où Caïn a été exilé par Dieu quand il a tué son frère Abel, parce qu'il ne voyait pas quoi que ce soit qui pouvait pousser comme des légumes ou avoir de l'agriculture traditionnelle, mais pourtant, c'était des territoires riches, parce qu'il y avait un équilibre de vie de l'humain avec le territoire qu'il habitait. Et ça, on peut le voir un peu partout. Puis je dis pas que les Premières Nations, on était purs et on ne se chicanait pas, puis qu'on n'était pas en dispute
par rapport aux ressources, mais par exemple, ce cycle-là permettait de pouvoir exister sur des territoires qui, des fois, étaient vus comme inhospitaliers. Puis là, je pensais beaucoup à la nation Inuit qui, elle, vit sur des territoires qu'on ne pourrait même pas imaginer un humain survivre, mais vont trouver un équilibre pendant des milliers d'années sans aucune problématique. Alors, quand on regarde la traversée de l'humain, la traversée des Européens, la colonisation de toute l'Amérique, et là, je vois une nation qui, elle, est déconnectée de son territoire, ne peut plus survivre sur son territoire puisqu'elle en a trop abusé, elle a trop pris les ressources, bien, elle doit aller coloniser ailleurs. Cependant, qu'est-ce qui ne dit pas que les Premières Nations n'auraient pas eu ce même sort-là si, justement, s'ils avaient perdu cette manière de vivre en équilibre avec leur territoire? Donc, le mythe du bon sauvage, j'ai de la misère avec. C'est pour ça que j'aime bien en parler dès le début, parce que beaucoup de gens nous l'attribuent comme une... Si tu es un Autochtone, ben, tu es proche de la nature. Si tu es un Autochtone, tu peux siffler puis les oiseaux vont se poser sur tes épaules. Il y a vraiment des fois des idéaux puis des idéologies qui portent un peu sur un piédestal l'identité autochtone, plutôt que de voir que plutôt que d'être des identités qui sont séparées de nous, mais ce sont des rôles, des responsabilités, des cultures qui peuvent être transmissibles à d'autres cultures pour pouvoir justement devenir des personnes plus proches de la nature. Et dans ces savoirs-là, bien, de plus en plus, le milieu scientifique, le milieu environnemental reconnaît qu'il y a des solutions par rapport à se sauvegarder en tant qu'être humain d'un déclin environnemental, d'un déclin dû au changement climatique, puis même de trouver un équilibre pour pouvoir survivre dans la situation présente. Donc, je trouve ça très, très, très important de toujours casser ça parce qu'il y a... C'est très vivant comme mythe. C'est encore très poussé d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup présentement de cas qu'on va voir dans les nouvelles, dans les médias sociaux, de personnes qui vont se trouver une nouvelle identité raciale. On appelle le race shifting, parce qu'ils ont trouvé un ancêtre autochtone. Mais il y a vraiment, des fois, pour certaines personnes, un réflexe sincère de dire j'ai du sang indien, j'ai du sang autochtone, donc je suis un autochtone, comme si c'était un héritage d'avoir des cheveux bruns ou des yeux bruns. Fait que je veux vraiment que ça soit compris comme étant aussi une partie de la problématique, mais qu'il y a aussi une partie de la solution qui vient du fait que les communautés autochtones ont pu garder ces cultures-là, ces connaissances-là isolées en grande partie grâce à la colonisation parce que certains des concepts comme les réserves ou nous garder loin ou, comment je pourrais dire, des fois, sans s'en rendre compte, la discrimination a permis de sauvegarder aspects, certains aspects culturels, certains aspects traditionnels, certains aspects de transmission sans avoir une influence directe ou une colonisation directe sur notre culture, puisqu'on avait été mis de côté. Et donc, ça nous a permis de nous sauvegarder en grande partie au niveau de l'histoire de la culture. Bien sûr, ça dépend aussi si tu étais proche d'un grand centre ou dans un territoire éloigné, mais ça a eu cet impact-là. Puis là, je vous shoot bien des affaires aujourd'hui. Je tiens juste à vous le dire. N'ayez pas peur. Vous allez en avoir beaucoup plus à apprendre. Mais dans le cas de l'Autochtone et de la nature, je trouve ça extrêmement important de partir avec un prémisse de départ, comme quoi on n'est pas de façon innée des êtres naturels plus que les autres. On est de façon culturelle, de façon de la transmission, de la façon de la sauvegarde aussi d'une réaction à la colonisation, des gens qui ont gardé ces savoirs-là et qui continuent de se les transmettre. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on s'est mélangé avec une autre identité culturelle ou raciale, bien, on aurait perdu cette accessibilité-là à notre pouvoir naturel, ce qui n'est pas le cas. De plus en plus, on va voir des gens qui sont issus de plusieurs identités raciales, de plusieurs identités culturelles, mais qui vont porter ces messages-là autochtones. Puis des fois, ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un qui est né de deux parents très autochtones va travailler pour l'industrie minière ou pétrolière. C'est vraiment, il ne faut pas faire une espèce de stigmatisation par rapport à l'identité autochtone de cette manière-là. Parce que c'est beaucoup porté sur ses épaules que de devoir un peu représenter
comment je peux dire, faire un show. Tu sais, ça devient quasiment du... et puis je m'excuse, là, je suis un petit peu malade aujourd'hui, c'est que je vais juste vous dire, je suis un peu au ralenti. Mais c'est un petit peu de demander à quelqu'un de faire du posturing. Tu sais, de prendre une posture pour dire, c'est comme ça que je suis, regardez comment je suis positionnée, alors que c'est beaucoup plus simple que s'en aller être autochtone dans son identité ou dans sa culture. Je pense que j'ai vu passer une question, je ne sais pas si Oui, je me suis effectivement, trompée. mais je trouvais qu'en fait, tu y répondais sans même l'avoir vu finalement. La question, c'est de ce que je comprends, de ce que vous venez de dire, et qu'être autochtone aujourd'hui n'est pas automatiquement synonyme de sensibilité à l'environnement, mais que les savoirs et les connaissances ancestrales peuvent être transmises et nous aider aujourd'hui à se rapprocher de la nature. Je crois que c'était Totalement. pas mal ça que tu répondais en ce moment. Donc, Oui, puis c'est pas pour, non, je veux dire, c'est pas pour dire que c'est niaiseux si vous pensez qu'on est plus, parce que le monde, mais les gens, j'ai souvent vu ça, là, tu sais, les gens ont une idée que c'est nous, c'est nos corps, nos corporalités qui sont autochtones, qui sont proches de la nature. J'étais vraiment étonnée par ça, parce que j'ai dit non, moi, c'est vraiment la transmission, c'est même dans la langue, c'est comment on s'exprime, comment on échange, qui a fait que ça m'a rapproché de la nature. Puis je veux dire, on est, on est aussi sensible aux cultures extérieures que tout le monde. Autant je vais voir des gens qui vont s'imprégner de l'histoire, de la tradition, de la culture des Premières Nations et devenir proche justement de ces traditions-là. Autant je vais en voir qui vont le faire aussi, mais qui vont les distordre. Et autant je vais en voir que, vu la colonisation, vu la destruction du lien traditionnel, du lien de transmission avec les aînés, il y en a pour qui ça va donner même une bouée de sauvetage chez les communautés autochtones de pouvoir se raccrocher à ce mythe-là. Parce que pour nous, ça a été souvent comme c'est ça être autochtone. Puis on s'est fait dire que c'était ça. Puis ce qu'ils nous ont fait dans les pensionnats, puis ça nous a déconnectés de tout ça. Donc c'est ça qu'il faut qu'on vise. Mais il ne faut vraiment pas voir ça comme étant une identité formée et finie, mais plus de voir comme étant qu'est-ce qu'on portait. C'est quoi vraiment le savoir? Qu'est-ce qui était atteint par ces savoirs-là? C'est super important de voir aussi comment on combat, on construit dans notre langue, dans notre réalité, cette manière de se créer ou de se défaire-là qui est très difficile à comparer. Parce que je tiens à vous le dire tout de suite, des fois, je vous dis des choses, j'ai l'impression que je suis en train de dire quelque chose qui va être compris totalement autrement. Mais parce que quand on parle en français ou en anglais, on ne parle même pas les mêmes mots à la base culturellement. Puis je vais partir avec la première définition que j'utilise pour expliquer ça. C'est que quand je parle de mon territoire, souvent quand je vais parler à un allochtone de mon territoire, il va entendre une description de 4 poteaux puis un titre de propriété. Fait que la langue française et anglaise est faite autour des mots, des objets, des choses. Et là, quand je vais le penser, moi, ça va être en fonction de la pensée des Premières Nations. Tu sais, Innu, puis c'est vraiment, je vois mon territoire comme je dirais ma mère, mon frère. Je vais voir la relation que j'ai au territoire. Je vais voir ce cordon ombilical-là. Tu sais. Fait que je peux pas posséder ma mère ou mon frère, c'est impossible. Parce que notre langue est bâtie autour des verbes. C'est une langue de verbes et d'action. Donc, on ne peut pas détacher le territoire puis l'apporter avec soi. Donc, ça ne peut pas nous appartenir, tu sais, comme une paire de bottes. Fait il y a même une histoire qui se partage, puis ça, je suis pas mal sûre que c'est un peu une légende urbaine d'Internet, mais c'est qu'il disait que dans les premiers contacts qu'il y a eu entre les Européens et les Premières Nations, il y aurait eu un aîné qui a parti arrêt quand un explorateur blanc a dit « Ça, c'est à moi, ça, ici. » Il a dit « OK, pars avec. » Puis c'était de montrer comment ces deux concepts-là ne pouvaient pas... C'est à moi, ben OK, pars avec. Mais on ne pouvait pas comprendre à quel point la pensée colonisatrice pouvait créer des systèmes qui auraient fait que, OK, il va être capable de faire en sorte que c'est à lui. Il va pouvoir me sortir de là. Alors que pour nous, ben, tu peux juste appartenir à toi-même. Tu appartiens au territoire. Fait que le territoire ne peut pas t'appartenir. Et c'est vraiment de dire que même quand on se parle aujourd'hui, pour moi, j'essaie tout le temps de clarifier certains des concepts que j'explique. Mais je me dis, il va y avoir une compréhension différente de ce que je vais vouloir définir. Fait l'identité autochtone, tu sais, quand je dis l'identité autochtone, on va voir un livre, une définition, tu sais, un peu, c'est un livre de sociologie ou un livre d'archéologie, et c'est ça un autochtone, c'est ça que ça fait, puis tu veux dire, comme quand je lisais sur l'identité autochtone, quand j'étais jeune, tu sais,
ça définissait les humains comme coincés dans une activité ou dans une identité, un peu comme un réflexe. Alors que dans la vraie vie, on n'est pas du tout comme ça. Un Inou de la Basse-Côte-Nord qu'un Inou du Lac-Saint-Jean ne vont pas avoir les mêmes actions, même si tu dis que c'est des Inuits. Fait que, je voyais comment on nous décrivait comme des êtres finis et définis par notre identité, plutôt que comme des êtres vivants qui évoluent dans le temps, dans la situation. C'est très difficile des fois quand j'essaie de parler à ce niveau-là, parce qu'après ça, pour bien des gens, c'est comme si je défaisais un mythe qui est protecteur, alors que je dis non, on augmente la portée de notre identité. Je ne sais pas si j'en perds du monde comme ça, là, mais c'est juste pour vous dire pourquoi c'est si important. Et que beaucoup de Premières Nations aussi vont vouloir s'accrocher à cette identité-là, parce que c'est comme un peu un panier qui va porter cette identité-là, alors que je dis, mais tu n'as pas besoin d'avoir un panier, notre identité est plus grande que ça encore. Puis notre identité est transformable, elle évolue, elle existe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est sur TikTok, c'est pour ça qu'on est sur Instagram, puis qu'on transforme nous-mêmes l'identité nord-américaine en amenant notre propre interaction vivante. Pour ça, et en fait, comme tout le monde, Mélissa, oui. Non? Hein? Oui. Excuse-moi, j'ai posé une question directement. C'est les esprits. Oui, c'est ça. Je suis le grand esprit qui veille sur les blagues. Mais en fait, c'est comme tout le monde. Tout le monde a une identité vivante, qui bouge, qui est changeante. La vôtre comme la nôtre. Oui. Okay. Puis, mais la différence au Québec et au Canada particulièrement, c'est qu'il n'y a aucune autre identité, je crois, qui a une loi qui définit aussi clairement et qui ferme cette identité-là aussi clairement, et qui dépossède les personnes qui sont porteuses d'identité pour donner à un concept administratif le pouvoir de dire qui est autochtone. Puis là, on va entendre beaucoup parler présentement du concept des Métis de l'Est, où on va parler des C31, ceux qui retrouvent une carte de statut indien parce qu'ils ont retrouvé une grand-maman dans leur généalogie. Et pour nous, c'est comme dire, ben, c'est pas nous qui décidons qui est nous. On ne peut même pas décider qui est en relation avec nous. On se fait dire, ben lui, c'est à toi, lui, c'est à toi. C'est vraiment, ça devient une identité administrative qui est vécue de la même manière que l'identité autochtone que je vous parle, un peu rêvée. Fait il y a personne d'autre, personne va se faire dire telle identité est la tienne ou la mienne, ou mais l'identité des Premières Nations, des communautés autochtones au Canada, c'est une de celles qui est problématique présentement parce qu'elle est portée par la loi sur les Indiens. Elle est reconnue par le gouvernement canadien, mais aussi, c'est que cette identité administrative-là, elle flotte juste par-dessus une identité culturelle vivante de communautés qui se bâtissent. Fait que, c'est vraiment dire, là, présentement, on sent qu'il y a un désir du gouvernement de supplanter celle qu'on est en train de travailler fort à faire ressortir, à faire dire, regardez, ça, c'est notre identité, c'est comme ça qu'on est, on a survécu, on est comme ça. Non, regarde, c'est celle-là qu'on reconnaît, nous autres. Fait que c'est très difficile de vouloir défaire ces mythes-là, de vouloir défaire cette fermeture-là, parce que, justement, c'est comme ça que l'identité est comprise. Après, ça montre toute la problématique au niveau de l'environnement, comment c'est difficile de vouloir défaire toute cette compréhension de l'environnement-là. Et je veux vous parler d'une histoire qui m'a été partagée par Jacob Wawati, qui est un aîné algonquin, malheureusement, qui est décédé, mais quand il a pu mettre dans ma tête une histoire, une présentation orale de la grande tortue de la planète, ça a transformé ma manière que j'ai pu comprendre pourquoi on faisait les choses, parce qu'on m'avait juste mis on nous faisait travailler avec des concepts nord-américains, des concepts liés à la découpure, aux 4 poteaux puis au titre de propriété. Fait que, je ne sais pas si vous avez déjà tous entendu parler de l'île de la Grande Tortue. On dit qu'on est sur Turtle Island, ou l'île de la Grande Tortue. Tantôt, si vous avez la chance, allez regarder la carte de l'Amérique du Nord. Puis vous allez voir la Grande Tortue, elle apparaît physiquement dans la carte de l'Amérique du Nord. Fait que la carapace est composée du Canada, des États-Unis, puis du nord du Mexique. La queue, c'est le sud du Mexique. La patte arrière, Baja California. L'autre patte arrière, c'est la Floride. La patte avant, c'est l'Alaska. L'autre patte avant, c'est le Québec. Les îles Arctiques forment le cou. Puis quand vous regardez la tête, c'est fait avec le Groenland. Eh bien, vous allez voir physiquement la tortue. C'est un beau hasard, mais pourquoi on parle de la tortue? C'est qu'il y a une légende de création
qui existe qui dit qu'autrefois, la planète était recouverte uniquement avec de l'eau et personne ne pouvait vivre sur la Terre puisqu'il y avait juste de l'eau. Il y a une femme qui creusait dans les nuages pour trouver des racines de l'arbre de vie. Elle est tombée à travers le trou et elle se dirigeait vers la mer, je voudrais dire la terre, mais vers la mer. Et elle allait se noyer jusqu'à ce que deux oies la récoltent et vont la porter sur le dos d'une tortue géante qui flottait dans l'eau. Alors, en étant posée sur le dos de la tortue, elle se rend compte qu'elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas retourner dans le ciel. Donc, elle demande aux animaux aquatiques d'aller lui chercher de la terre. Et les animaux lui ramènent, c'est le rat musqué ou la grenouille, selon les nations, qui ramène la terre. Et elle peut couvrir le dos de la grande tortue avec la terre et commencer à vivre et avoir les deux premiers garçons qui sont nés sur la terre. Cette légende-là change beaucoup selon chaque nation, selon d'où elles viennent. Les nations qui n'ont pas de tortue ont un équivalent chez les Inuits. Nous autres, c'était Carcajou qui est descendu du ciel avec tous les animaux sur un radeau, puis ils ont envoyé des animaux aquatiques chercher de la terre. À peu près une légende en parallèle. Sauf que ces légendes de création-là s'opposent à une légende de création très, très forte qui est dans un livre et qui dit « Et Dieu créa la terre ». La remplit et dit aux humains, va, chasse, pêche, prends, c'est tout à toi. Fait que déjà, des deux mythes fondateurs, créateurs, il y en a un qui dit, c'est à toi, puis l'autre dit, tu appartiens à la terre, à la tortue. Fait que déjà, ce concept-là, vous pouvez imaginer comment, après ça, quand ça va dans un sens, puis quand ça va dans l'autre, tu changes totalement de mentalité. Fait que le droit de propriété, le droit de posséder, d'aller chercher, de cueillir, de récolter, de couper, versus celui où tu es sur le dos de ta mère, sur la grande tortue. Pourquoi je vous dis ça? C'est que Jacob Wawati, quand il nous avait présenté ça, c'était au Forum social à Ottawa, quand j'avais entendu la première fois, il expliquait, il dit, quand les humains pompent le pétrole dans le sol, c'est comme s'ils prenaient le sang dans les veines de la tortue. Il dit, quand ils vont chercher des minéraux, c'est comme s'ils cassaient ses os puis prenaient la moelle. Quand on va pour les sables bitumineux, par exemple, c'est comme si on grattait la peau de la tortue puis qu'on lui prenait son huile. La tortue, pendant des milliers d'années, on a pu vivre dessus comme des bonnes bactéries. On était en équilibre avec notre tortue. Elle nous faisait vivre, on y faisait attention et tout le monde était gagnant. Dans les 200 dernières années, eh bien, les bactéries sont devenues plus comme des virus ou même des cancers qui prennent à la tortue sa capacité de vivre. Et comme un être vivant comme nous, eh bien, la vie à la surface de la planète est très mince, est très fragile et est pris beaucoup pour acquis. Hein? Mais ce qu'on fait à la tortue présentement, bien, c'est comme si on l'attaquait de tout bord, tout côté et on s'enlève la capacité de pouvoir vivre sur notre hôte de la même manière qu'un cancer va tuer son hôte ou qu'un virus va tuer son hôte. Mais il n'y a pas d'autres tortues qu'on peut aller infecter. Quoi qu'on aime bien fantasmer sur aller sur Mars avec, comment il s'appelle, là? Lui qui a envoyé un char dans l'espace. Mais tu sais, c'est à ce point-là où est-ce que quand j'ai vu la tortue, quand j'ai vu comment on pouvait se comparer comme être vivant à la terre-mère, plutôt que de se faire dire c'est la terre-mère, ben ça c'est le territoire, nos territoires sont coupés. Eh bien maintenant, quand je vois l'Amérique du Nord, puis comment je vois les concepts colonialistes ont découpé l'Amérique du Nord, eh bien je vois juste un plan de boucherie qui a découpé des morceaux sur une tortue vivante. Et quand je regarde comment les communautés autochtones vivaient sur le territoire, quand tu regardes comment les groupes linguistiques se séparaient de territoire, ils prenaient des territoires vivants. Ça avait vraiment là plus des écailles de tortues qui se plaçaient un peu partout. Et donc, maintenant, moi, je vois l'être vivant. Je me vois et je décide aussi quel rôle je veux avoir avec cette tortue-là. Est-ce que je veux être une bonne bactérie ou est-ce que je veux être un virus? Et là, ça vient en plus rajouter d'autres niveaux de compréhension par rapport à certains des rôles qu'on a en tant que femme ou que personne two-spirited sur la grande tortue. Puis je reviens avec ça parce que Idle No More, le premier teach-in, c'était pour pouvoir comprendre pourquoi dans les lois mammouth qui se créaient au Canada, il y avait des lois qui enlevaient des protections à l'eau, certaines des plus vieilles lois environnementales qui existaient au Canada. Et c'était pour pouvoir faire passer les pipelines, pour pouvoir permettre le passage justement des oléoducs sur le territoire canadien. Et ça demandait qu'on enlève certaines des protections qui protégeaient les lacs et les rivières parce qu'elles devaient passer à des endroits où il y avait de l'eau potable et des rivières et des lacs. Et pourquoi est-ce que les femmes se sont levées beaucoup? Puis ça m'a souvent été demandé, pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes dans la mobilisation Idle No More?
bien, comme c'était une protection liée à l'eau, la responsabilité de l'eau revient très souvent dans beaucoup de nations aux femmes. Et ça, puis si vous avez la chance de rencontrer Christy Belcourt, elle a une œuvre fantastique qui l'illustre super bien. Dans le corps des femmes, à travers le corps des femmes, que ce soit à partir de ma fille, à moi, ma mère, ma grand-mère, il y a par le cordon ombilical une rivière millénaire qu'on peut remonter à travers cette eau-là, qui passe dans l'être humain, qui est transférée d'une femme à l'autre. Et cette rivière-là nous connecte à la première grand-mère qui est la Terre. Donc, par cette vie-là, par cette rivière-là, on est connecté directement à notre grand-mère. Fait que tu vois ton lien d'appartenance à la Terre-Mère, tu vois ta relation à la Terre-Mère, et surtout, ça donne du sens quand on parle de vouloir faire des choses en fonction des 7 futures générations. Ceux qui n'ont jamais entendu, moi, je fais quelque chose en fonction des 7 futures générations. Il y a même une marque de savon qui s'appelle 7 futures générations. Je pense qu'elle est inspirée justement de cette manière d'exprimer-là. C'est que chaque action qu'on doit faire doit être faite en fonction de l'impact qu'il va avoir pour les 7 futures générations. Ça veut dire qu'on voit plus loin que passer notre corps à nous. On voit ces 7 futures générations-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant que j'ai une fille, eh bien, je vois même la 8e génération qu'elle doit porter comme responsabilité. Et, tu sais, ça montre qu'il y a une rivière qui coule, et dans l'oralité des Premières Nations, bien justement, il n'y a jamais de fin. Il n'y a pas de fin. C'est une circularité aussi dans les histoires. Fait que là, l'histoire de la tortue, elle continue. Ça développe toujours dans les actions. Il n'y a jamais une fin à ces histoires-là parce qu'il ne peut pas avoir une fin à la vie. Il va toujours se passer quelque chose de nouveau dans ces histoires-là. Alors que dans le concept de et Dieu créa la terre et la donna aux humains, bien, dans le livre, à la fin, qu'est-ce qui arrive? La fin du monde. Il y a l'Apocalypse. Fait que, tu sais, il y a une histoire qui est finie, puis il y a une histoire qui est infinie, qui est vivante. Ça, vous serez étonné combien de gens j'ai rencontrés qui étaient déçus à l'an 2000 ou à l'an 2012, ou là maintenant, 2020, c'est pas encore la fin du monde. Ils veulent avoir la fin du monde. Pourquoi ça pète pas? T'sais, pourquoi est-ce qu'on tripe autant sur les histoires de zombies et de fin du monde? Bien, parce qu'on nous fait autant attendre la fin de l'histoire. Alors que pour nous, pourquoi est-ce qu'on continue de se battre? On continue d'espérer? Bien, parce qu'il n'y a pas de fin d'histoire. C'est juste cette future génération, puis après ça, une 8e, puis après ça, une 9e. Dans cette mentalité-là qui s'est construite, il y a une impossibilité pour nous d'abandonner, puis il y en a une autre qui est comme une fatalité de « Ah ben, ça va péter. Mais je ne serai plus là quand ça va péter. » C'est vraiment des fois, même dans comment on raconte les histoires, qu'on peut voir comment nos mentalités sont divisées, et en transmettant ces histoires-là à une autre nation, en ouvrant la possibilité du futur, moi, je pense qu'il y a une solution liée à l'environnement qui arrive dans une culture qui, on leur a souvent dit, ben ça va péter, ça va être la fin du monde, l'apocalypse. Alors que ça fait vraiment partie de la culture populaire, des histoires, de l'oralité qui est transmise. Je pense que c'est souvent vu, même dans les films très futuristiques, où est-ce qu'on voit un effondrement pour pouvoir ensuite voir quelque chose qui se rebâtit des cendres de cet effondrement-là. Alors que dans l'oralité, si l'oralité autochtone avait pu se continuer sans avoir une interruption continuelle de la colonisation, bien, on aurait plus quelque chose dans le style Avatar où est-ce que l'histoire continue. Puis il y en a tout le temps de la vie, c'est le futur, c'est plus ouvert. Puis je ne veux pas dire qu'on est meilleur ou, il faut vraiment le voir comme comment on envisionne une vie, comment on envisionne la nature. Bien, ça nous donne un circuit du possible. Puis ça, je dis ça aussi beaucoup parce que quand on parle de la terre-mère, puis qu'on parle de la relation, on parle aussi de prendre soin de sa mère, de prendre soin de sa relation. Et c'est là où on devient souvent ils nous disent des environnementalistes, mais je trouve que c'est juste culturellement, on est bâti pour pouvoir protéger ce territoire-là parce qu'on n'a pas d'autre choix. Si ta mère tombe malade, tu vas prendre soin de ta mère. Là. Puis, dans l'autre sens, ben, on présente des projets comme le Plan Nord. Puis ça, c'est vraiment, on ouvre la porte du frigidaire, on va chercher des ressources, on referme la porte du frigidaire. Fait que là, tu sais, l'hydroélectricité, la foresterie, on va voir le territoire comme un frigidaire, comme un objet, comme quelque chose qui peut être morcelé, qui peut être pris, sans même l'idée que, est-ce qu'on est en train de... Quand on a fermé la porte, qu'est-ce qui se passe après? On ne veut même pas y penser. Fait que je dis ça pour vraiment vous montrer que des fois,
parce que j'ose avec vous autres, vu que vous êtes en innovation sociale, que même juste des visions très grandes et très idéologiques, ouais, idéologisées, ça se dit pas, je pense, idéologiques, peuvent avoir un impact sur les choses qu'on fait au quotidien, que ce soit quand on fait des projets de loi, quand on fait des projets, même quand on parle d'environnementalisme, l'environnementalisme qui est influencé par une manière de penser très liée à l'objet, bien, ça va faire des fois de l'environnementalisme vert, du capitalisme vert, les voitures électriques qui ont besoin des minéraux qui se trouvent sur les territoires autochtones, ça continue une problématique quand même. Même si la solution est belle, puis la solution rentre dans ce il y a une fermeture par rapport à plus grand que la solution qui est trouvée. Et c'est là où est-ce que moi, j'avais été vraiment étonnée quand j'avais rencontré David Suzuki la première fois. Puis j'ai essayé de dire, je dis, ah, vous savez, c'est les savoirs autochtones, les savoirs ancestrales. Ben, je dis, c'est comme des sciences. Là, je me dis, je t'arrête là, je dis, c'est pas comme des sciences. Il dit, c'est plus grand que des sciences. Il dit, la science, la manière de voir nord-américaine, c'est vraiment pointu. On étudie un sujet, puis on regarde ça à travers un microscope. Il dit, les savoirs autochtones, c'est l'observation d'un territoire, c'est l'observation de la relation des choses. C'est plus grand que ça. Fait que je me suis mis à voir nos savoirs ancestraux comme des capteurs de rêve qui survolent le vivant. Fait que c'est plus juste séparé dans un silo d'une compréhension d'un sujet, c'est vraiment quelque chose qui est planté sur le territoire puis qui est connecté à d'autres choses. Et tout ça, ça m'a vraiment aidé à aller de l'avant puis à pouvoir voir comment le racisme systémique, par exemple, a un impact en environnement ou que justement, on ne peut pas fermer nos identités uniquement entre nous. Et que ça rend ça beaucoup plus fluide, mais il ne faut pas avoir peur, justement, de cette espèce d'espace libre devant nous, parce que ça nous fait vraiment souvent peur. T'sais. On aime bien voir à 10 pieds devant nous autres, mais l'idée de ce qui vient plus loin fait souvent peur. Fait que souvent, on va se contenir à une idéologie ou une manière de faire, puisqu'on sait qu'est-ce que ça va être le résultat. On va avoir une certaine sécurité. Puis les trucs trop larges, ça nous effraie. Mais en ayant une certaine confiance en ce qui se passe sur le territoire, en connaissant le territoire, justement, ça nous permet de ne pas avoir peur. Et ça, j'arrive avec un dernier lien avec la narration et la narrativité. La forêt, comment elle est représentée en narration ou en histoire. Quand je regarde les livres d'histoire ou les contes qui m'étaient racontés quand j'étais petite, dans la forêt, il y a le grand méchant loup, il y a des sorcières, il y a des parents qui t'abandonnent avec... c'est noir, c'est effrayant, et c'est dark, et toutes les choses effrayantes de la planète sont dans une forêt. Mais quand je regarde comment on me racontait la forêt du côté Innu, c'est là qu'on allait pour guérir. Après les pensionnats, beaucoup de personnes ont reconnecté avec la forêt pour guérir beaucoup de choses. Je voyais des personnes qui, des fois, avaient des problématiques de consommation de drogue et d'alcool, puis aussitôt qu'ils allaient dans la forêt, ils devenaient sobres. C'est des gens que je voyais là, qui étaient tout le temps maganés, mais la forêt guérissait. Fait que nous autres, le mythe, c'est que dans la forêt, tu guéris. Dans la forêt, dans la nature, il y a la solution à ton bien-être. Puis dans l'autre cas, ben, il faut éviter les forêts, c'est dangereux. Et ça se voit beaucoup présentement comment on doit transformer cette idéologie-là avec le COVID. Les 2 premières semaines, du COVID, on a rempli nos cartes de crédit, on a acheté du papier de toilette. C'était tout fermé, c'était tout comme j'ai peur de la forêt. Mais la première chose que les gens ont fait après, quand leur carte de crédit était pleine, j'aimerais ça aller marcher dans le bois, je voudrais aller faire du camping. Les gens se sont tournés vers la nature, ont commencé à planter des jardins, même des petits jardins de bord de fenêtre, parce que justement, il y avait une solution qui venait de la nature, il y avait un bien-être qui venait de la nature. Puis ça faisait pour moi vraiment résonner ces savoirs-là que je m'étais fait transmettre très jeune. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des bains de forêt, où est-ce que on allait dans la forêt avec du monde. Puis c'est quoi les bains de forêt? Est-ce qu'on va se baigner dans la forêt? Là, je pense qu'il y en a qui pensaient que j'allais les mettre tous nus dans un lac. Là. Mais je dis, c'est encore plus difficile que ça. Tu dois être dans la forêt. Rien d'autre. Ça veut dire pas compter 10 000 pas. Ça veut dire pas, je vais faire mon exercice ou mon hiking. T'sais. Ça veut dire juste être là. Ça veut dire ralentir son rythme et exister puis ressentir la forêt. Et je peux vous dire que c'est anxiogène pour beaucoup de Nord-Américains. Réapprendre à exister dans la nature peut être très anxiogène.
À Montréal, c'est la première fois, des fois, j'ai connu des gens qui n'avaient jamais été dans la forêt ou qui n'avaient jamais accédé à la nature. J'ai dit, mais comment tu fais? Puis il faut les reconnecter à ça parce que justement, il y a même des fois des formes de racisme systémique qui font que certains membres de notre communauté, les nouveaux arrivants, n'ont pas accès à la forêt. Je pense que dans l'idéologie au Québec, des fois, on voit très facilement le chalet dans le bois, la cabane en bois rond, mais est-ce qu'on voit quelqu'un de Montréal-Nord avoir son chalet dans le Nord? T'sais? Pas vraiment. Puis il y a vraiment une espèce de formation dans l'île où est-ce qu'on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de nature dans Montréal-Nord, alors que si tu vas plus dans le sud ou ailleurs, il y a des parcs, il y a des parcs nature. Il y a le Mont-Royal qui est beaucoup plus accessible plus tu es au sud. De dire que ça aussi, c'est des concepts qu'il faut qu'on décolonise, pas juste pour les Premières Nations, mais pour le restant de la population, c'est aussi important. Alors, je vous en shoot beaucoup, je m'excuse d'avance. Ça va peut-être vous sortir par les oreilles tantôt, là. Mais c'est pour vous dire comment des fois, juste ces deux concepts-là n'ont pas besoin d'exister dans deux concepts. Puis je vais finir avec le traité du Truro Wampum, puis vous aurez peut-être le chercher sur Google tantôt, Truro Wampum, qui est un wampum à deux voies. Vous l'avez peut-être déjà vu. C'est une ceinture qui est faite en coquillage wampum et c'est deux rangées de coquillages blancs sur un fond violet. Et ça, c'est un traité qui a été créé dans les premières relations entre les membres des Six Nations et les premiers colons, je dis tout le temps finlandais, puis c'est pas les Finlandais, je m'excuse, je pense que c'est les Hollandais, avec les Hollandais. Et c'était de dire qu'on va habiter sur le même territoire, mais on va être deux canaux qui naviguons sur la même rivière. Donc, tu ne peux pas venir interagir sur mon canot, tu peux venir me déranger. On s'entend que le traité n'a pas été totalement respecté dans un côté. Mais ce traité-là, sur les deux voies, maintenant, aujourd'hui, est utilisé aussi par rapport à beaucoup de personnes qui travaillent au niveau des sciences ou des pratiques de deux nations ensemble par rapport au Truro Wampum ou emprunter l'œil de quelqu'un d'autre pour voir la même chose. C'est une espèce de manière de pouvoir travailler entre les deux sans interagir ou intervenir dans la vision de l'un ou de l'autre. C'est vraiment, ils l'ont dit en anglais, c'était seeing while borrowing somebody's eye. C'était vraiment de pouvoir dire, il n'y a pas de mal à ce que ma vision ne supplante pas la tienne. Je peux apprendre à voir avec ton œil. Puis ça commence à créer justement ce narratif à deux voies-là. En amenant ces savoirs-là autochtones et les savoirs allochtones, parce qu'il y a des bons savoirs dans la nation allochtone, dans les nations allochtones aussi, il ne faut pas dire que c'est tout pas bon, là. Il y a des bonnes choses, mais tranquillement, en étant capable de pouvoir travailler ensemble, pour l'instant, on se garde très séparés, puisqu'il y a une relation qui a quand même été problématique, mais tranquillement, on peut apprendre à voir ensemble une même chose en empruntant l'œil de quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est difficile, parce qu'il y a une impatience des fois. Il y a aussi vouloir supplanter le narratif de quelqu'un d'autre. Et souvent, quand je parlais de savoirs ancestraux, ben, comme ça n'a pas été dans les universités, comme ça n'a pas été mis de l'avant, comme ça a été souvent vu même comme des savoirs d'un ancien temps, des savoirs de sauvage, j'ai déjà entendu ça, ou c'est très beau idéologiquement, mais comment ça s'applique dans la vraie vie? Quand j'ai parlé avec David Suzuki, puis qui m'a dit ça, je me suis rendu compte qu'il y a une possibilité pour ces deux milieux-là de travailler ensemble, il y a une possibilité de réconcilier ces deux milieux-là et de pouvoir désidéaliser une forme d'apprentissage, celui qui se passe dans les universités, par exemple, ou dans les livres, et de pouvoir revalider les savoirs qui ont des choses à enseigner au milieu scientifique. Puis pour ça, je vais utiliser, parce qu'en environnement, présentement, c'est extrêmement utilisé, les savoirs ancestraux. On se rend compte de tout ce qui n'est pas su, mais que les communautés autochtones portent dans leur tradition, portent dans leur savoir. Et il y a une forme de mea culpa qui commence à apparaître dans les milieux scientifiques, de reconnaître pendant longtemps, on disait que les sciences étaient neutres. On dit tout le temps que le milieu scientifique, c'est neutre parce que c'est juste de la logique, mais c'est pas si neutre que ça parce que tu regardes juste qui avait accès aux universités, qui sont les scientifiques. Pendant longtemps, ça a manqué de femmes, ça a manqué d'hommes, d'hommes noirs ou d'hommes autochtones ou de femmes autochtones. Donc, même le système qui a créé cette espèce de savoir neutre, supposément neutre, n'était pas si neutre que ça, donc a influencé.
Et tranquillement, en réintégrant les savoirs ancestraux, en réintégrant des pratiques traditionnelles, ben, on élargit justement ce que c'est la science. On se rend compte que c'est pas si exclusif que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup l'exclusivité de se faire appeler docteur ou maître, à cause de cet enseignement-là dans une institution privilégiée. Mais que quand tu réintègres des savoirs autochtones, bien là, tu rends ça beaucoup plus accessible à tous. Parce que tu racontes des histoires de la terre-mère, parce que tu racontes, tu sais, ces principes-là qu'habituellement on aurait de la misère à faire comprendre parce qu'on les aurait tellement mis sur des piédestals, bien là, on les rend accessibles à la population au grand complet. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, qui est extraordinaire pour justement parler de changement climatique, parler de transformation de notre manière de faire en tant qu'être humain, c'est de pouvoir vulgariser et rendre ça accessible à la grande population, plutôt que de dire on a les solutions, mais ils sont toutes dans des livres, puis ils sont très difficiles à comprendre puis à lire. Et juste avant que je prenne les questions, parce que je peux vraiment parler longtemps, vous avez remarqué, hein? J'ai des branchies qui m'empêchent de respirer pendant 40 minutes. Juste pour finir, il y avait un rapport qui est sorti en mai 2019. Le rapport de l'IPBES, c'est un rapport qui sortait de l'ONU, puis qui, je pense que vous l'avez sûrement vu dans les nouvelles, qui disait qui annonçait la disparition de plus d'1 million d'êtres de la biodiversité, 1 million d'animaux, insectes et autres. Puis là, on dit 1 million d'espèces qui vont disparaître. Mais dans ce rapport-là, il y avait aussi une discussion sur les aires protégées autochtones. Parce qu'on reconnaissait que dans la protection de la nature, les aires protégées à travers le monde, celles qui étaient les plus efficaces, qui avaient le plus haut taux de réussite, c'était les aires protégées qui étaient gérées par des communautés autochtones. Et là, tranquillement, le monde se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'ils font de différent? Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Pourquoi est-ce que c'est si différent de protéger, de conserver? » Puis certains des aspects de conservation du milieu scientifique, c'est de laisser la nature faire ses affaires, puis que l'humain ne devrait pas interagir. Fait qu'on ferme souvent ces aires protégées-là à la pratique humaine. Alors que dans la pratique de conservation d'environnement traditionnel, il y a une interaction des humains avec l'environnement. On va chasser, on va cueillir, on va pêcher, mais on va le faire d'une manière qui est réfléchie. Puis si je peux vous recommander un livre qui est extraordinaire, vous l'avez même en livre audio, mais moi, là, désolé, il y a des petites traces de café, j'ai un petit peu beaucoup lu avec. C'est Braiding Sweetgrass de Robin Wall Kimmerer. Extraordinaire. D'ailleurs, le livre audio, je le recommande parce qu'elle a une très belle voix. Je vais vous vendre un petit punch qui est dans le livre parce que c'est vraiment... ce livre-là m'a vraiment aidé à pouvoir faire comprendre pourquoi c'est important aussi des fois de voir l'interaction humaine. Il y avait des membres d'une communauté qui ont demandé de trouver la meilleure manière pour cueillir le foin d'odeur. Le foin d'odeur, c'est une herbe qui est utilisée comme de l'encens ou même pour faire des paniers, des boucles d'oreilles. C'est vraiment... Ça sent bon. Pour certaines personnes, ça sent le savon, mais pour d'autres, ça sent le gâteau à la vanille. Mais le foin d'odeur, on adore ça pour mourir. Mais comment on le cueille? Est-ce qu'on le cueille un brin à la fois, comme certains membres de la communauté font, ou est-ce qu'on cueille un petit tapon à la fois, comme d'autres membres de la communauté faisaient? Pour pouvoir découvrir ça, ils ont fait 3 sites de cueillette. Un qui n'a pas du tout été touché, un qui a été cueilli un brin à la fois et l'autre qui a été cueilli une petite touffe à la fois. Eh bien, un des résultats qui a vraiment ressorti, puis que je pense qui aide beaucoup à donner des idées justement de comment retransformer la conservation de la nature, c'est que la patch de foin d'odeur qui a le mieux vécu son cycle, c'est celle qui n'a pas été du tout touchée. Parce qu'en cueillant le foin d'odeur, peu importe de quelle manière, eh bien, tu donnais une possibilité au foin d'odeur de pouvoir battre la compétition. Tu cassais le rhizome, ce qui permettait à des nouveaux plants de sortir. Et on s'est rendu compte que l'interaction humaine est aussi importante dans la nature. Et je pense que dans les derniers mois, on a pu le voir particulièrement dans le cas des feux de forêt, que ce soit en Australie ou en Californie. C'est 2 endroits où est-ce qu'il y avait des pratiques traditionnelles par les communautés autochtones de faire des feux contrôlés pour pouvoir justement éviter des feux comme on a pu voir l'intensité des feux dans les 2 pays, les États-Unis et l'Australie. Fait que de plus en plus, maintenant, on va même réintégrer dans ces pratiques forestières-là une pratique autochtone de faire des feux contrôlés plutôt que de dire on touche à rien, parce qu'on s'est rendu compte que ça a un impact qui est important. Que l'humain, comme les autres animaux, a un impact qui est important.
Et ça, je pense, c'est extrêmement primordial parce qu'on a une tendance à se sortir de la nature comme j'ai jamais vu. Quand je dis au monde, on est en forêt, à Montréal, dans le centre-ville de Montréal, on est dans une forêt, bien là, on n'est pas en forêt, on est dans la ville. Je dis, non, non, c'est pas parce que tu as construit tes tipis assez haut pour pas voir la forêt que tu n'es pas dans une forêt, tu es toujours dans une forêt. Peu importe où tu te trouves, tu es dans une forêt. Il faut arrêter de se dire qu'il y a un endroit qui est la forêt puis un endroit qui est la ville. On est toujours dans la forêt, on est toujours dans cette nature-là. Et toute cette idée de la boule de la Terre, comme quoi, si on fait un projet d'éoléoduc aux États-Unis, c'est pas grave, ça se passe aux États-Unis, ben non, ça a un impact au Canada. Tu sais, juste les pluies acides dans les années 80, je pense que c'était un des premiers moments réveil où on s'est rendu compte que les pratiques dans un autre pays peuvent avoir un impact sur le nôtre. Et parce qu'avant, c'était vraiment pas, c'était vraiment séparé dans l'idée des gens. Et en ayant cette vision-là de la forêt qui est plus grande, on a une vision de l'interconnectivité aussi, bien, ça nous permet de nous rendre compte qu'on doit agir pour plus grand que juste l'endroit où on est. C'est là où ça devient aussi important de s'inspirer de ce qui se passe en nature. Puis là, j'écoute, je pourrais aller dans 100 millions de lieux différents, mais j'aimerais vraiment voir s'il n'y a pas des questions ou des commentaires parce que je peux parler vraiment. C'est impressionnant, merci beaucoup. En tout cas, tu as fait vraiment énormément de liens avec le cours qu'on a eu jusqu'ici. Donc, on va avoir pas mal de choses à débroussailler avec les étudiants et étudiantes sur tout ce que tu as dit. C'est vraiment intéressant. Mais peut-être ici, il y a plusieurs questions, commentaires. Il y a deux questions qui sont assez similaires, je dirais. Il y en a une, c'est comment se manifeste concrètement la communication avec les esprits de la nature dans les traditions autochtones. Et la suivante, donc assez similaire, donc elle te dit d'abord, j'admire ton travail militant, merci pour ta présence. Dans les récits autochtones, il est parfois question d'une nature sacrée et ancestrale. Est-ce que la spiritualité joue un rôle important dans ta relation à la nature? Donc, je pense que ça tourne pas mal autour de la spiritualité, les deux. Ouais. Est-ce que tu voudrais... Ah oui. La spiritualité, parce que là, j'ai l'air de vouloir dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a extrêmement. Pour nous, la spiritualité aussi, c'est important de le voir parce que je reviens encore avec le texte défini puis quelque chose de plus large, mais je le vois aussi dans la spiritualité parce que dans la religion, dans les concepts religieux très fermés, ça, c'est malheureusement souvent comment sont promues justement toutes les formes religieuses, c'était dans un dogme fermé, un livre, un texte, une loi qu'on doit lire de même. Là, il y a un dogme, il y a une loi, il y a une fermeture, il y a quelque chose qui ne peut pas bouger. C'est comme immuable. Mais dans l'idée de la spiritualité, par exemple, c'est très, très fluide. La spiritualité d'une personne, c'est pas la spiritualité de son voisin. Fait ce qui est de la nature, ce qui est de la protection de l'environnement, pour moi, fait partie de mon parcours spirituel. T'sais. J'ai été élevée parce qu'on a été colonisé, parce qu'on a eu les religieuses, les prêtres. J'ai été élevée dans le concept catholique. J'ai été baptisée. Même que pendant très longtemps, je voulais devenir un prêtre. Parce que puis là, quand je me suis rendu compte qu'ils ne prenaient pas les filles, je dis bon, au diable, on va faire autre chose. Mais je me suis rendu compte aussi que ça fermait beaucoup le rôle de la personne, puis en étant beaucoup plus ouvert sur une spiritualité, mais c'est comme si j'étais ouvert sur toute la forêt, sur toute la nature, plutôt que de me dire, ben, je restais autour de ce lac-là, me tourner en rond autour de ce lac-là, puis je vais regarder les autres lacs comme ça. Alors que j'apprends énormément d'autres formules spirituelles, d'autres pratiques religieuses, parce que je ne me ferme pas à juste ma pratique traditionnelle comme elle a été faite. Et je vais essayer d'expliquer sans que ça devienne un cours de religion 101, là, mais pour moi, c'est super important. Il y a une pratique, par exemple, qu'on va donner du tabac quand on va cueillir des plantes médicinales, quand on va récolter en forêt. Pour beaucoup, ils disent que c'est parce que tu nourris les petits esprits de la forêt, ils aiment manger le tabac, et que le tabac, c'est un cadeau que tu donnes. Mais pour moi, cette pratique-là, spirituelle-là, c'est surtout une manière de me rappeler que quand moi, je prends quelque chose, il faut que je donne quelque chose. Je ne peux pas être juste la personne qui prend, puis qui prend, puis qui prend, puis qui prend. Fait que même, à un moment donné, je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas de tabac? Puis il y a un aîné qui m'avait dit, ben, prends tes cheveux. Je me tire des cheveux. Quand j'ai pas de tabac, je tire mes cheveux, puis je les donne. Puis je me suis rendu compte, en tirant mon cheveu, en ressentant la petite douleur quand tu tires ton cheveu,
ça me conscientise à moi ce que je prends. Cette petite douleur-là qui n'est pas prenante, là, mais elle me fait connecter, ça me donne de l'empathie. Fait que pour moi, c'est un moment spirituel, mais c'est aussi un moment vivant. Fait que, toutes ces pratiques-là étaient super importantes pour te reconnecter et te garder en. C'est comme un mémo, c'est comme un post-it de la nature pour te dire, oublie pas. Tu sais, il y a des pratiques traditionnelles qui étaient là avec la première truite qui était cueillie, la première truite grise, ou le caribou, par exemple. Le caribou, on a beaucoup de pratiques traditionnelles, spirituelles liées au caribou. C'était au point que c'était quasiment religieux, là, comme on traitait le caribou. Mais je me suis rendu compte aussi, c'est parce que ça te fait voir la fragilité du caribou. Tu sais, le caribou, il est fragile, il va avoir des cycles où ce qui va être très présent, puis d'autres où ce qui va s'effondrer. Puis ça veut dire, c'est historiquement, c'est connu. Là, je veux dire, il y en a qui disent, bon, mais c'est normal, c'est le cycle du caribou présentement, pourquoi on n'en a pas? Je dis, on accepte le cycle du caribou, mais là, tu sais, si le caribou s'effondre et qu'il remonte, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un plancher. Puis nous autres, ce qu'on a fait là, présentement avec notre pratique, c'est qu'on a creusé le trou plus loin. Là, le caribou, il ne remontera pas. Là. Il va rester pogné dans le trou. C'est de dire toujours d'avoir en tête, genre, ce caribou-là, il n'est pas arrivé par hasard dans mon assiette. Il est arrivé parce qu'on a fait attention pendant des milliers d'années à comment on le chassait, comment on le respectait, comment on ne gaspillait pas. Puis on avait des pratiques justement de jamais donner les os du caribou aux chiens. On mettait le crâne du caribou accroché dans l'arbre, il y avait un respect. Mais je pense que ça nous a gardé tout le temps conscients de l'importance et de la fragilité du caribou en échange. Fait que, c'était des savoirs spirituels que je pratique, mais qui ont aussi, pour moi, un savoir scientifique, dans le fond. C'est une observation sur plusieurs milliers d'années. Puis, je pense juste à l'ocre rouge. L'ocre rouge, quand ils nous ont vus et ils disaient les peaux rouges, là, il y a une des explications, c'est qu'on se couvrait avec de l'ocre rouge puis de la graisse sur la peau. Il y en a qui disent que c'était bon pour éloigner les moustiques, là. Mais je pense aussi que c'était une manière de se protéger parce qu'on reconnaissait l'ocre rouge comme le sang de la terre-mère. Et moi, je pense qu'en ayant cette relation-là à l'ocre, de même, moi, je vois maintenant tout le temps l'être vivant. Je n'oublie jamais que c'est un être vivant. Alors que maintenant, on pourrait dire, ben, c'est juste de la terre, c'est juste de la poussière, c'est juste de la roche, c'est H2O, c'est pas une chose vivante. En ayant ces histoires-là, je garde cette responsabilité en tant qu'être humain pour pouvoir m'assurer que mes enfants vont avoir la même chose, que mes petits-enfants, que les voisins ont accès. Je me rends compte aussi qu'il y a de la place pour tout le monde. Quand il n'y a pas de frontières dans ta tête, tout le monde peut venir vivre ici. Fait que moi, dans ma tête, c'est chaque être vivant, s'il respecte le territoire sur lequel a le droit d'exister sur ce territoire-là. Alors que nous, on crée, dans une idéologie contemporaine, une identité de première génération d'immigrants, deuxième génération d'immigrants. C'est comme si tu avais un droit à l'accès au territoire selon combien d'années tu es là. Alors que moi, je pense que chaque être vivant a le droit d'exister sur ce territoire s'il respecte le territoire, s'il respecte la nation qui lui dit « Écoute, fais attention aux ressources. Nous autres, on le sait parce qu'on est là depuis longtemps, puis on va t'aider à vivre sur ce territoire-là. Mais si tu ne respectes pas ça, il va falloir que tu t'en ailles. » Puis je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui, aujourd'hui, c'est quasiment tout le monde, ils voudraient qu'ils s'en aillent s'ils ne sont pas nés de la même couleur qu'eux autres ou de la même nation qu'eux autres, alors qu'il y aurait un moyen de pouvoir dire on ouvre ça, puis on crée du nouveau si on vit en respect les uns avec les autres. Puis ça, je pense que c'est très difficile à transmettre parce que, justement, il y a une pensée en dogme, une pensée dogmatique, puis il y a une pensée en spirituel, une pensée beaucoup plus fluide. Et là, je vous arrive avec des affaires, puis je m'excuse, c'est une question religieuse, spirituelle, puis pas tout le monde qui a les mêmes processus spirituels non plus dans les communautés, pas tout le monde qui est traditionnaliste non plus, il n'y a pas tout le monde qui, je veux dire, moi aussi, je vais encore à Sainte-Anne-de-Beaupré parce que c'était la grand-maman de Jésus, puis que toute ma famille va là, puis c'est une célébration, puis qu'on partage, puis ça nous rappelle l'importance des aînés. Il y a des mélanges aussi qui se sont créés avec nos rencontres, avec le spirituel, puis avec le religieux. Je pense que ça existe aussi chez les Allochtones, qu'il y a eu des rencontres puis qu'il y a des gens qui ont pris des choses dans le spirituel qui fitaient avec leur propre narratif. Fait que, j'espère que c'est pas trop ésotérique ce que je viens de lâcher, là, mais vous pouvez imaginer que c'est très, très large. Et si je peux vous dire, j'imagine que vous avez déjà vu La roue de médecine.
La roue de médecine qui est un cercle qui est séparé en 4 avec le rouge, le blanc, le jaune, le noir, qui représentent l'équilibre entre tout, genre entre le vivant, le mort, le nord, le sud, les races humaines. On dit que tout rentre dans la roue de médecine, ce qui est vraiment vrai, puisque la Terre est une roue de médecine. Mais comment on a pu l'illustrer pour beaucoup de gens? Ben, c'est un cercle à plat qui est découpé avec une croix. Moi, je dirais, je verrais quelque chose de beaucoup plus fluide, puis de beaucoup plus rond, puis de beaucoup, moins une séparation des couleurs, comme des fois, comme un arc-en-ciel, quand tu t'arrives dans des variantes de degrés de couleur, ça s'imbrique, fait que c'est moins découpé dogmatique, c'est plus découpé spirituel, mais c'est ça, les pratiques autochtones, selon que tu te déplaces du territoire, ben, la couleur change, puis s'adapte au territoire. Pourquoi je viens avec cette roue de médecine-là? C'est que si tout rentre dans la roue de médecine, pour l'humain, imaginez toute la partie de la Terre, de la roue de médecine, qu'on n'accède pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas marcher dessus. Notre place en tant qu'être humain est minuscule sur la Terre. Mais dans notre tête, elle est gigantesque. Eh bien, c'est la même chose pour la spiritualité puis pour l'inconnu. J'accepte qu'il y a une place d'inconnu énorme que je ne pourrais jamais atteindre, que je ne pourrais jamais voir et comprendre, plutôt que de vouloir tout faire rentrer ce que je comprends comme étant la réalité qui existe. Fait que, mon univers est gigantesque et j'accepte qu'il y a des choses que je ne comprendrai pas, que je ne verrai pas, que je ne toucherai pas. Alors que dans un autre concept, on veut que tout rentre dans une boule que nous, on comprend, puis tout est là. Il n'y a rien d'autre. Et à chaque fois qu'on arrive avec un nouveau concept, c'est non, ça n'existe pas, ça. C'est important de voir aussi comment, des fois, les concepts spirituels ou la manière de voir dans la spiritualité nous ouvre à quelque chose qui est plus grand que nous, plutôt que de nous enfermer dans des concepts fermés. Et pour moi, la spiritualité est importante dans la protection de l'environnement aussi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis aussi. Mais je trouve que ça fait écho avec ce dont tu parlais avant par rapport à la finitude de vouloir, comme même l'identité, de vouloir créer comme une sorte de finitude autour de cette identité, autour de cette histoire, alors que c'est en fait une histoire infinie qui continue. Et donc la spiritualité, de la même façon, d'essayer de la faire entrer dans une case ou bien de la comprendre comme quelque chose de plus large. Puis ça me fait penser aussi à comment on voit nous-mêmes notre finitude. On ne se voit pas comme une partie de cet environnement-là, on se voit comme le centre de cet environnement-là. Puis le monde me dit, ouais, mais non, on n'a pas ce concept de vie éternelle. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait quand on meurt? On se met dans des Tupperware, puis on s'enterre sous le gazon pour ne pas pouvoir revenir dans ce cycle-là. On s'est séparés, même mentalement, même dans notre après-vie, on s'est séparés du concept de la terre-mère. J'ai dit, c'est sûr que moi, dans mon idéal, j'irais me faire manger par les homards dans le fond du fleuve Saint-Laurent pour redonner, parce que j'ai mangé beaucoup de homards, mais c'est vrai que je comprends qu'il y a beaucoup d'humains qui ne voudraient pas voir des homards qui ont dégusté mes hommes du Puy pour souper, là, mais c'est de dire comment on est capable même de se convaincre qu'on ne fait pas partie de ce cycle-là, parce qu'on a tellement peur d'exister dans un grand vide. Merci. Peut-être une dernière question pour terminer. Ici, j'ai choisi parmi les différentes questions qu'il y avait, où je trouvais que c'était la question qui allait plus vers la vision du futur. C'est quelle piste pour renforcer le lien humain-nature pour toutes les nations, donc au-delà des Premières Nations? Je pense que pour moi, renforcer le lien nature, présentement, c'est de se rendre compte que le concept qu'on nous a donné, avec lequel on va défendre tout ce qu'on fait là, présentement, le concept d'accumuler, de vouloir plus, de mettre du papier de toilette en réserve dans ta salle de bain parce que tu as peur que ça s'effondre. Ce concept-là, c'est ce qui nuit. On a dans nos légendes ce qu'on appelle le Wendigo, ou le Hatchin dans ma nation. Là. Le Wendigo, c'est un être cannibale qui mangeait de la chair humaine. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que le Wendigo, c'est un humain qui a mangé de la chair humaine. C'est comme ça qu'il est devenu un Wendigo. C'était la pire punition que tu pouvais te faire à toi-même, parce qu'il n'y avait pas l'enfer et le paradis avant que les prêtres nous en parlent. C'était la pire affaire que tu pouvais te faire à toi-même, c'était de te transformer en Wendigo en mangeant la chair humaine. Parce que les Wendigos mangeaient la chair de leurs enfants ou mangeaient la chair de leurs voisins. C'était des êtres vivants qui mangeaient d'autres êtres vivants.
alors que c'était un très grand tabou, c'était pas une chose que tu devais faire. Donc, ça te punissait, tu devenais un Wendigo, puis tu n'étais pas très beau, un Wendigo, je peux vous le dire dans la description qu'on en a faite. Mais le Wendigo, ben, c'est la mentalité qu'on a aujourd'hui en tant que Nord-Américain, en tant que peuple, même sur la Terre, c'est de manger. T'sais, plutôt que d'accepter que, parce que le Wendigo, quand tu le devenais, c'est souvent parce que tu arrivé dans une période de famine, tu n'avais pas réussi à chasser ou à pêcher quoi que ce soit. Fait que là, tu te retournais vers la source de viande la plus proche, ben, ça pouvait être tes enfants, ça pouvait être. Fait que ça parlait des temps difficiles. Puis de comment l'humain pouvait accepter de, ben, écoute, j'ai fait mon temps, ou manger un enfant, manger le futur, tu sais. Fait que de dire que tu faisais du Wendigo, c'est que tu mangeais ta vie éternelle, comme on peut dire, tu sais, ta suite à toi, là. Tu venais, ah, moi, ça s'arrêtait à la personne qui mangeait la chair humaine. Puis je dis ça parce que dans la société qu'on est présentement, on est en train de manger la possibilité du futur de nos enfants. On mange les ressources qu'ils vont avoir besoin dans cette génération. On boit l'eau, on la pollue même, on fait pipi dans l'eau que nos enfants vont boire. Il y a quelque chose là-dedans qui dit que cette mentalité-là a pris le dessus et en plus, on la met comme la plus importante. Et qu'on va vouloir faire une économie de Wendigo. Il faut avoir du profit, il faut accumuler des ressources. Je veux dire, on va chercher l'or, on va chercher l'argent, mais est-ce qu'on mange ça? Non, on ne le mange pas. Fait que ça sert à quoi? Mais on le cache en plus, on le déterre dans un pays pour l'enterrer dans un autre pays, comme ils disent. J'avais vu cette image-là à Manu, ça m'a vraiment marqué. Mais parce qu'on a peur, puis on ne voit plus le futur. Fait que notre économie de Wendigo, présentement, fait qu'on mange des ressources. T'sais. On va couper des forêts pour pouvoir que le bœuf de notre hamburger puisse se promener un peu partout. C'est de voir comment cette mentalité-là, présentement, mange notre futur à nous. Et pourquoi je parle du Wendigo? C'est que c'est une fausse peur qu'on se crée, d'avoir peur de pas exister, d'avoir peur de mourir, d'avoir peur. Et dans la réflexion du Wendigo, on parlait tantôt de spiritualité, bien justement, j'avais entendu ça d'un gourou indien. Puis gourou, je ne le prends pas comme chef religieux, mais comme un enseignant indien, qui disait, aujourd'hui, chaque être humain, même dans les plus pauvres, ont accès à des ressources que des rois ne pouvaient même pas avoir accès il y a 150 ans. T'sais, on a accès à des chariots poussés par 150 chevaux, on a accès à des aliments qui, je veux dire, qui ont fait que les gens se sont déplacés sur le globe, les épices, le chocolat, le café, tout ça, maintenant, c'est quelque chose que tu as pour 99 cents dans un McDo. Et pourtant, même en ayant accès à toutes ces ressources-là, on n'est pas plus heureux. On n'est pas mieux. On n'a pas fait mieux que ce qui se faisait il y a 150 ans, à part un certain confort. Dans notre tête, on n'est pas plus heureux. Donc, pour pouvoir, pour le futur, là, parce que tu me posais la question pour le futur, il va falloir qu'on transforme notre vision de qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce qui nous rend heureux, puis aussi comment, des fois, ralentir, diminuer, baisser nos attentes envers nous-mêmes, même parce qu'en temps de COVID, présentement, je n'ai jamais vu autant de monde vouloir faire semblant que c'est normal quand c'est un temps anormal. Et tu sais, quand on va revenir vers une vie beaucoup plus proche les unes des autres, quand on va reconnecter nos communautés, parce qu'on se crée des communautés en ligne qui sont irréelles, mais toutes tournées autour d'une même idée. Fait que, tu sais, les mentalités QAnon ou Make America Great Again, c'est des gens qui se parlent en ligne, mais qui ne parlent même pas à leurs voisins. T'sais. Fait que de retourner vers quelque chose de plus proche de la nature, plus proche de nos vrais besoins, que des besoins qu'on s'est créés, de cette idée-là, de cette peur-là du Wendigo, ça va nous amener du bonheur. Puis présentement, c'est difficile pour moi autant que pour tout le monde, là, le COVID, mais je vois comment je trouve mon bonheur plus vers mes bains de forêt, me promener, avoir du plaisir avec mes enfants que me ramasser des nouvelles affaires sur Amazon, par exemple. Et que ça, c'est difficile parce qu'on nous a montré longtemps la pyramide. Fait que le 99 % qui supporte le 1 %. C'est ça la réussite, c'est ça le succès, c'est ça qui va te rendre heureux, puis c'est ça qu'on nous dit. Tandis que quand je me tourne vers le modèle traditionnel de leadership, bien là, tu flippes la pyramide, puis ta pyramide, ça devient un canot. Et les leaders portent les 99 %, portent les gens, supportent la communauté. Puis c'est ce que j'ai toujours vu dans le leadership traditionnel. T'sais, aussitôt qu'on a commencé à mettre des cadeaux puis des nananes dans le leadership, c'est là que
Tu as vu des gens qui n'auraient pas été les porteurs de canaux faire « Wow, attends une minute, j'arrive! » Fait que de se laisser de la place pour ça, pour moi, je vois des solutions, mais c'est très difficile parce que c'est pas ce qu'on nous a dit qui était le succès et le bien-être, le bonheur. Et c'est pas ce qu'on nous vend sur Instagram. Tu sais, c'est très difficile de défaire, de déconstruire dans notre tête à nous des choses qu'on nous a poussées comme étant les plus importantes. Puis je pense juste même des fois à l'idée de où est-ce qu'on peut apprendre des choses. Tu sais, les teach-ins, et là je dis ça parce qu'on est tous ensemble ici sur le web présentement, les teach-ins, c'était vraiment pour rendre accessible, pour vulgariser des savoirs. Puis pendant longtemps, pour moi, on me disait, ben tant que tu n'as pas un diplôme, tant que tu n'as pas une certification, tant que tu n'es pas passé dans la pyramide de l'école, ces savoirs-là valent rien. Si tu n'as pas le petit papier, puis le petit diplôme au bout là, qui te dit oui, tes savoirs valent de quoi. C'est ça qui a fait que pendant longtemps, ben justement, ces institutions-là ont refusé les savoirs ancestraux, ont refusé les savoirs que maintenant ils cherchent à avoir puis qu'ils ont de la misère à avoir dans les institutions parce que pendant longtemps, ils ont rendu ça inaccessible à des aînés, rendu ça inaccessible à des personnes qui sont sur le territoire. C'est important aussi de faire basculer ces compréhensions-là de ce qui est important et de ce qui a de la valeur. J'espère que je n'ai pas été trop, trop dans le champ. Non, oui, moi, ça me donnerait envie de te poser beaucoup d'autres questions et de discuter longuement encore de tout ça avec toi. Peut-être une petite question de ma part. Je me demande comment est-ce que tu vois le contexte justement de pandémie en ce moment? Est-ce que tu penses que ça a un potentiel de créer justement plus de liens avec les voisins, voisines ou moins de liens parce qu'on se connecte tellement sur le web? J'ai jamais autant parlé à mes voisins, en haut puis en bas, là. Tu sais, on se croise, hey! Je parle aux parents quand je vais chercher mon enfant à l'école. Hey, je me suis ennuyée de quelqu'un, toi, tu vas me parler. Parce que on néglige aussi pourquoi ces personnes-là sont à côté de nous, pourquoi elles sont importantes. Tu sais. Je me dis, c'est que je veux qu'ils soient proches de moi, la personne qui va appeler le pompier si mon appartement est en feu ou le gars qui est d'accord avec moi en Europe. Tu sais. C'est de dire aussi, est-ce que j'ai-tu besoin de juste parler à ceux avec qui je m'entends, ceux qui vont faire yes man, tu sais? Non, j'ai besoin aussi d'entendre la voix de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Puis ça, c'était une belle leçon que j'ai appris avec Idle No More parce que dès les débuts de la mobilisation, quand je disais, là, je veux qu'on entende la voix des communautés autochtones, puis on se disait ça, nous autres, les filles, quand on organisait des manifs. Puis à un moment donné, on a fait une manif, puis il y a quelqu'un qui arrive, puis c'était son tour de parole, puis il dit « Moi, je suis pas d'accord avec ça, Idle No More, je crois pas que tu sais. Puis là, le monde me regardait et disait tu laisses bâcher la mobilisation. Je disais, ben non, c'est ça qu'on est venu faire. On est venu donner parole à tout le monde. T'sais, on est venu donner une capacité aux gens de s'exprimer. Mais à travers tout ça, les gens peuvent prendre des pistes puis enfin avoir une capacité de choisir. Fait en ayant des voix multiples, je trouve qu'on s'est outillé plus. On a débouché nos oreilles. Puis on est capable de prendre le temps aussi de dire, ben écoute, il va falloir que j'apprenne. Il va falloir que je prenne du temps pour les choses, pour que ça devienne quelque chose de qualité. Puis le COVID, présentement, ben c'est un peu ça. Ça nous montre, genre, comme ça levait un petit peu le voile sur ce que l'effondrement climatique va nous amener si on ne s'attelle pas maintenant. Fait que, présentement, moi, j'ai dû accepter de ne pas vouloir être la femme la plus efficace à job, de ne pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire avant, de ne pas avoir accès, puis j'ai le doigt, puis j'accepte que maintenant, ben écoute, ce que j'ai, ça lui a donné beaucoup plus de valeur. Le temps avec mes enfants a pris beaucoup plus de valeur. Voir mes amis a pris beaucoup plus de valeur, puis j'ai pris moins pour acquis des choses que j'ai chez nous maintenant. Et puis je me suis rendu compte que j'avais bien beau remplir mes garde-robes puis mon cabanon de cochonneries, c'est pas ça qui me rendait plus heureux. Mais par exemple, aller marcher dans le bois avec mes enfants, on se trouvait des petits spots sur le bord du fleuve. Il y a des choses qui m'ont rendue vraiment heureuse et qui ne coûtaient absolument rien. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. J'adorais ce livre-là quand j'étais ado parce que ça parlait d'un monde qui avait été créé, puis justement, les Autochtones, les Sauvages, étaient dans une réserve. Ça m'avait beaucoup marqué, mais ce que j'avais vraiment aimé, c'est qu'à un moment donné, pour les classes sociales qui étaient plus basses, pour s'assurer qu'ils travaillent, puis qu'ils donnent de l'argent, puis qu'ils fournissent à la société, bien, il leur avait appris à ne pas aimer la nature. Parce que la nature, ça ne coûte rien, puis ça ne rapporte rien.
Mais par exemple, s'ils devaient acheter des jeux compliqués puis des trucs compliqués, ben là, ça rapportait, ça faisait rouler l'économie. Fait que je me suis rendu compte aussi que des fois, ben, on doit nous-mêmes se rendre compte où est-ce qu'est la vraie valeur des choses. T'sais. Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Où est-ce que je m'empêche d'être heureuse parce que j'ai une idée de ce que c'est le bonheur, mais c'est une idée qui est biaisée puis qui est comment je peux dire, qui m'a été enseignée de façon croche. Fait qu'avec le COVID, présentement, je vois des pistes de solutions, puis justement, je rentre dedans à 100 à l'heure, mais plutôt en marchant, là. Les bains de forêt, connecter avec les gens, échanger. Bien sûr, j'ai hâte que ça ne soit pas tout juste du virtuel. J'ai hâte que ça soit fait avec des plus petits groupes et dans la vraie vie. Mais connecter au niveau humain, je pense que on s'est rendu compte qu'il était le cadeau le plus précieux pour nous autres en tant qu'êtres humains. T'sais. On s'ennuie de se toucher, de se voir. Je dis souvent en farce à mes collègues, je dis attention, quand je vais vous voir, je vais vous frencher. Quand on va avoir le droit, je vais vous toucher parce qu'on a besoin de relations, pas juste de consommation. Oui, merci. Ça répond à ça? Oui, ça répond très bien à la question. Merci. C'est des paroles vraiment inspirantes. Je pense que les personnes sur le chat ont l'air de trouver aussi que tu as vraiment des... Je n'ai pas beaucoup suivi, excusez-moi. Là. Ah non, non, mais c'est pour ça que je suis là. Je voulais savoir, ben là, il y a quelqu'un qui demande comment faire pour te suivre et t'écouter davantage. Donc, est-ce que tu voudrais dire... attendez, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? OK, je vous ai retrouvé. Vous voyez, je fais perdre mes relations humaines. Ben, pour me suivre, ben, c'est sûr que je suis toujours sur les médias sociaux, mais j'invite le monde à suivre I Don't Know More Québec. On a une page puis on a un groupe. Moi, j'invite le monde à suivre les gens sur Facebook, Instagram, sur TikTok, juste pour pouvoir découvrir plus culturellement la variété qui n'est pas tout le temps offerte dans les grands médias encore, mais qui montre un peu comment on existe aussi dans une pensée contemporaine. Puis ça, je dis ça à cause que le monde m'a vu dernièrement beaucoup à cause de Bébé Yoda. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu, mais je défendais la nation de Bébé Yoda parce qu'on disait Bébé Yoda est-il Atikamekw ou est-il Innu? Puis tout ça. Et les gens disent mais là, pourquoi tu parles de ça? Il y a des choses plus importantes. Il y a trop de choses sérieuses qui se passent. Puis je dis ben, on a besoin aussi d'exister, puis pas toujours d'être en train de résister. Fait que de dire qu'il y a des choses culturellement qui sont ailleurs que dans la résistance environnementale ou ailleurs que dans la résistance culturelle, ben, c'est dans l'existence, puis c'est là que je trouve qu'il va y avoir un air de jeu pour pouvoir créer du ensemble, du partage culturel. D'aller sur les médias sociaux, puis de suivre des jeunes créateurs, des gens qui ont du fun, ça montre aussi le côté de notre culture que des fois, on est très invisibilisé. T'sais. Présentement, on nous voit beaucoup parce qu'on manifeste, mais j'ai hâte que le monde nous voie aussi quand on existe. Fait que I Don't Know More Québec, I Don't Know More, les groupes de jeunes, Wapikoni Mobile, plus de 1000 films de la Wapikoni Mobile, là, où ce que vous pouvez en chercher sur des sujets, ça vient tous des jeunes, c'est les jeunes qui décident de leurs films. Je veux dire, moi, c'est ça que j'utilisais pendant les premiers teach-ins. J'arrivais avec ma liste de films de Wapikoni Mobile, puis je disais, regardez, là, vous allez découvrir la chasse par les femmes, puis là, je vais vous montrer le territoire, puis tout, en montrant, tu sais, comme je disais tantôt, là, voir en empruntant l'œil de quelqu'un d'autre, super important. Fait que Wapikoni, WAPIKONI.ca, vous allez avoir une sélection de vidéos extraordinaires aussi à choisir, puis je vous promets que c'est bon. Merci beaucoup. On repart avec plein d'idées pour continuer à s'intéresser à tous ces sujets-là. Donc, un énorme merci, Mélissa, d'avoir été présente. Je pense que ça va vraiment nous donner de la matière à discuter dans la classe et puis pour tous les autres participants aussi qui ont été présents. Merci d'avoir répondu si nombreux à l'appel. Et je vous rappelle aussi donc que l'École d'innovation sociale organise le colloque Bâtir l'après pour affronter la crise climatique entre transition, résilience et résistance. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Puis avant que je ne puisse pas répondre à tout le monde, merci beaucoup, parce que je vois des merci, puis je veux juste vous dire merci beaucoup parce que parler, c'est facile, mais écouter, c'est plus difficile. Fait que je veux juste vous remercier tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Un énorme merci encore et puis à une prochaine fois avec grand plaisir.
Au revoir tout le monde.